croyais perdu. Un homme à genoux est là, pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël. D'abord, je vais passer la parole pour commencer avec un mot de bienvenue du représentant de la présidente de l'université, M. Jean-Émile Saint-Fort. Merci, collègue Fred, Célimène. En tout cas, je vous prie tout d'abord excusez Madame la présidente de l'université, Madame Corentin Castel, puisqu'elle ouvre également un colloque en ce moment même sur le pôle universitaire régional de la Guadeloupe, sur une question ô combien importante aussi, la crise dans la Caraïbe. Et là aussi, vous connaissez sans doute, il y a deux laboratoires de l'université qui organisent ce colloque. Il s'agit du CAPLC et du CAGI. En tout cas, je la représente aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue. En tout cas, le collègue Fred Célimène l'a indiqué et vous êtes nombreux à venir de plusieurs pays de la Caraïbe et plus largement que la Caraïbe de par le monde. Donc c'est un point important et que l'UAG, au travers du travail qui est fait par le laboratoire CELMIA, peut regrouper et peut attirer sur le territoire de la Martinique des chercheurs sur différents pays et sur des thématiques qui nous concernent au plus haut point. En effet, la question transfrontalière qui va vous intéresser pendant ces 2 journées, eh bien, l'UAG est au cœur de cette problématique-là. Puisque vous savez bien, si moi-même je suis vice-président de pôle, c'est bien parce qu'il y a 3 pôles dans cet établissement qui sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, et qui connaissent des frontières maritimes et des frontières terrestres. Et je voyais sur votre document de travail que la plus grande frontière terrestre française, c'est celle de la Guyane, et je me réjouis de la participation de personnalités de la Guyane à ce séminaire, colloque. Et donc, cette plus grande frontière, c'est bien celle de la Guyane, avec une distance importante de 730 km. Donc, vous comprenez bien que c'est une problématique qui est au cœur de nos préoccupations, ne serait-ce que sous les instances de gouvernance, parce que nous sommes la seule université où il y a une vice-présidence de pôle, justement à cause de toutes ces frontières qu'il y a sur notre établissement. Et donc, il est important d'avoir un vice-président de pôle sur chacun des pôles de l'établissement. Et la preuve que le président de l'université, la présidente en l'occurrence, se déplace sur les différents pôles et aujourd'hui, elle est donc sur le pôle Guadeloupe. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite de bons travaux, d'excellents travaux pour ces 2 journées. Sachez que plusieurs d'autres collègues qui ne sont pas forcément spécialistes de ce domaine vont chercher à regarder les résultats de vos travaux. Parce que, comme je vous le disais, cette question reste au cœur de nos préoccupations sur des aspects évidemment juridiques, sur des aspects économiques. Voilà, pour ma part, je dois aussi me rendre à nouveau à l'université. Donc après les introductions, je serai amené à vous quitter. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite au nom de la présidente de l'université, bon accueil en Martinique. Merci, monsieur le vice-président du pôle Martinique, cher ami. Et pour être universitaire, je passe tout de suite la parole au doyen Carpin, Éric Carpin, doyen de économie et droit. Merci, cher collègue. Je voudrais, messieurs les représentants des collectivités territoriales, messieurs les officiels, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue à la faculté de droit et d'économie de Martinique. Le représentant de la présidente vous a accueilli à l'Université des Antilles de la Guyane. Moi, je vous accueille à la faculté de droit et d'économie, puisque le laboratoire qui organise cette manifestation, le CEREMIA, est hébergé par la faculté de droit et d'économie de la Martinique. Alors, pour organiser des rencontres sur les coopérations transfrontalières à la Martinique et à l'Université des Antilles de la Guyane, nous semble découler d'une triple légitimité. Alors, premier élément de légitimité, évidemment, la problématique de la coopération transfrontalière est une problématique évidemment d'actualité, compte tenu de l'essor extraordinaire
que connaît les exemples de coopération en la matière depuis maintenant bien une bonne vingtaine d'années. Deuxième élément de légitimité, organiser des rencontres en Martinique est également un choix légitime, dans la mesure où la Martinique, région ultra-périphérique européenne, tête de pont dans la Caraïbe, effectivement offre un terrain propice à ce type de coopération. Et puis enfin, troisième point de légitimité, que ces réflexions, que ces rencontres, que ces travaux soient organisés à l'Université des Antilles et de la Guyane me semble également légitime dans la mesure où l'Université des Antilles et de la Guyane est la seule université européenne de la région, et il était donc effectivement légitime que ces travaux se déroulent dans le cadre de cette université. Alors comme l'a rappelé évidemment le professeur Fred Selimène, nous aurions aimé vous accueillir dans les locaux même de l'Université des Antilles et de la Guyane. Il l'a également rappelé, nous n'avons pas encore pour l'instant, mais ça viendra, la capacité de recevoir des rencontres aussi importantes dans nos locaux, mais nous faisons tout pour que ça soit le cas. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long puisque nous avons déjà pris un retard considérable. Nous aurions dû commencer à 8h30 et là il est déjà très tard. Donc je vais vous souhaiter à tous de bons travaux et que surtout de ces travaux découlent des bonnes pratiques en matière de coopération, en gardant à l'esprit que nous, au niveau du CERIMIA, nous œuvrons depuis un certain nombre d'années en matière de coopération avec les régions qui nous sont proches. Donc voilà, bienvenue à tous chez nous, à l'Université des Antilles de la Guyane, et bon travail. Merci Eric, merci cher ami. Nous passons tout de suite la parole au secrétaire général de la préfecture. Merci bien. Merci. Tout d'abord, un mot d'excuse pour le préfet, qui est absent parce qu'il est à Paris cette semaine et qui aurait bien voulu être parmi vous pour inaugurer avec tous ces travaux. Alors, monsieur l'ambassadeur, monsieur le représentant du président du conseil régional, mesdames et messieurs, c'est aussi un grand plaisir pour moi aujourd'hui pour vous dire juste en introduction quelques mots sur le rôle politique, précisément l'action du préfet dans le domaine qui nous intéresse, de la coopération. Je ne sais pas comment je peux l'appeler, parce que justement ici, on est un peu dans tous les registres, toutes les rubriques que la commission, la data, l'égalité des territoires utilise pour désigner les relations, les travaux entre les différents pays. On est à la fois dans le domaine de la coopération transfrontalière, nationale, internationale, et beaucoup de choses se font. Parallèlement à l'action très dynamique du conseil régional, donc par exemple, moi, M. Cascade, qui vise à développer et à renforcer la représentation de la région dans un certain nombre de différentes instances qui, si j'emploie des informations très récentes, je me souviens encore hier, sur l'OECO, avance effectivement et nous en félicitons. Parallèlement à ce travail, le préfet et l'État, localement, est engagé dans un certain nombre d'actions régulières, que ce soit par exemple la conférence de coopération régionale, qui regroupe une fois par an les préfets des départements les ambassadeurs, les grands élus, un certain nombre d'organismes qui représentent les forces actives de cette région et qui permettent d'évoquer, justement, de travailler sur tous les problèmes communs. De même, le préfet accueille aussi régulièrement les ambassadeurs de la zone, ce qui permet de renforcer les liens, de mieux travailler ensemble, et puis on réunit 2 fois par an l'ensemble des décideurs en matière de coopération régionale. Donc on a effectivement un certain nombre d'initiatives, de travaux qui sont menés ensemble. Donc je pense que ces journées que vous allez vivre en commun, qui vont vous permettre d'échanger, qui vont vous permettre aussi de recueillir des informations, des bonnes pratiques qui se
fait ailleurs, et notamment sur le continent européen. Ça, je crois que c'est tout à fait utile. Mais ces deux journées devraient être aussi le moyen de montrer que notre région, géographique du terme ici, peut aussi apporter quelque chose. Et là, c'est là-dessus peut-être que vous insistez, la zone Caraïbe, les Antilles en particulier, la Martinique peuvent être source, je crois, d'enseignement et de richesse pour ces différentes formes de coopération. Mais simplement attirer l'attention sur deux ou trois éléments de contexte. Bon, la région Caraïbe a été considérée au cœur de l'économie mondiale du 16e, 17e siècle. Alors, effectivement, de sinistre manière. Mais tout de même, elle a été au cœur de cette économie monde. Si on regarde d'ailleurs, par exemple, les conflits européens, tous les conflits européens du 17e et 18e siècle avaient leurs conséquences ou des éléments qui leur étaient directement liés, qui se déroulaient ici. Bon, au 19e siècle, et aujourd'hui, on parle pour la région ultra-périphérique. Mais si nous considérons et notre partie du monde, tout le monde sait aujourd'hui, c'est admis par tous, que notre monde est un peu en train de basculer aujourd'hui vers l'Asie. Et donc, je crois que là, ça doit changer notre regard, notre vision que nous avons sur la zone Caraïbe. Nous nous retrouvons aux avant-postes, vraisemblablement, donc d'un monde à très haut potentiel de développement, d'un monde extrêmement dynamique. Et donc la notion d'ultra-périphérie devra sûrement, à mon avis, être revue. En tous les cas, on a des changements considérables qui se profilent. Il y a un peu plus d'une semaine, je voyais un article dans les Échos consacré à Miami, aux travaux que le port de Miami est en train de réaliser pour se préparer justement à cette ouverture du 3e jeu d'éclus sur le canal de Panama et pour en bénéficier. Donc, tous les acteurs s'agitent un peu ici, et même si, encore une fois, nous ne serons pas forcément, évidemment, les premiers bénéficiaires de ce changement de paradigme, on peut espérer en retirer quelques profits. C'est à ça, à mon avis, qu'il va falloir travailler. Et donc, et c'est ça aussi qui est intéressant et qui peut intéresser donc l'Europe, pour le coup, puisque l'Europe, qui est un peu loin de ces champs de haute pression économique, on le voit bien, aujourd'hui on s'en plaint souvent en disant qu'on a un peu l'écart, et bien finalement, une partie de l'Europe, nos régions peuvent se retrouver aux avant-postes de cette ouverture. Donc c'est quand même, à mon avis, tout à fait intéressant pour la région, mais aussi pour l'Europe. Et donc on voit bien, et c'est, je crois, aussi ce changement de regard qu'il faut avoir, que notre région peut apporter quelque chose à l'Europe. Alors elle peut aussi, à mon avis, dans ses pratiques, alors qui sont encore largement à développer, nous sommes une mer aujourd'hui encore relativement, je dirais, un peu morte. C'est un phénomène que l'on constate souvent avec les liaisons, les relations dont on se plaint, notamment les liaisons aériennes qui sont insuffisantes. Bon, là aussi, je dis que il ne faut pas perdre espoir. Je prends l'exemple de la Baltique. Si on prend la Baltique, pendant des années, des décennies, c'était une mer aussi un peu gelée, au sens figuré du terme, en raison de la division du monde en deux blocs. Aujourd'hui est devenue une nouvelle Méditerranée, enfin atlantique, c'est-à-dire que les liaisons, le développement économique dans cette zone est extrêmement rapide, les liaisons sont très fortes, qu'elles soient aériennes, maritimes, souterraines, enfin bon. Et voilà, je me dis que aujourd'hui, dans l'avenir, la perspective qui s'ouvre à la Caraïbe peut aussi être tout à fait d'intérêt. Donc là encore un intérêt pour l'Europe, pour les pays continentaux. Et puis, comme je le disais au début, la situation particulière de la zone Caraïbe, le fait que
nous avons des frontières, mais nous sommes en relation donc avec un très grand nombre de pays, un autre continent, l'Amérique, et puis demain l'Asie, comme je le disais, va nécessiter de travailler sur un nombre très grand de dimensions de la coopération internationale transfrontalière. Et là aussi, il me semble que c'est intéressant pour les pratiques que l'on a en Europe, où on a parfois tendance à se limiter à la coopération transfrontalière, à voir, alors c'est déjà un progrès quand on arrive à regarder un peu au-delà de la frontière, mais c'est souvent à ça qu'on se limite. Or, il y a toutes ces autres formes de coopération et qui, pour nous, s'imposent d'emblée. C'est-à-dire que, bien évidemment, la notion de coopération transfrontalière est d'emblée trop réductrice. Donc là aussi, une source sûrement de pratique, une source de réflexion et donc une source aussi d'intérêt pour nos amis continentaux européens. Donc voilà, je pense que ces journées que vous allez vivre ont ce double intérêt. Pour nous, bénéficier de l'expérience et pratiques de ceux qui, depuis longtemps, travaillent sur ces formes de coopération transfrontalière, mais aussi montrer que la zone Caraïbe peut être source de richesse pour tout le monde. Voilà, donc au nom du préfet et en mon nom, je vous souhaite de très très bien travailler pendant ces journées. Merci. Merci, monsieur le secrétaire général. L'illustration la plus parfaite de vos propos, c'est le prochain intervenant, monsieur Fred Constant, qui est ambassadeur pour la coopération régionale dans la zone et qui, je le rappelle, est un ancien collègue de l'université, puisqu'il est également professeur des universités. Mon cher Fred, tu as la parole. Merci. Chers amis de la coopération transfrontalière, permettez-moi de vous saluer collectivement, puisque je crois comprendre que nous sommes un peu en retard sur l'horaire et je voudrais m'éviter une adresse trop longue, même si je reconnais ici et là des personnes essentielles sur le sujet dont nous allons parler pendant ces 2 jours. À l'évidence, et la manière dont on m'a passé la parole l'atteste, si besoin était, j'ai beaucoup de plaisir à me trouver aujourd'hui parmi vous, à participer à cet exercice, en tout cas à son ouverture, parce que la coopération territoriale européenne est un enjeu capital, en particulier dans cette région, Caraïbes, Plateau des Guyanes, Amazonie, où l'Union européenne compte, comme vous le savez, des frontières externes actives. Ce colloque, de mon point de vue, arrive à point nommé, et pour au moins 3 raisons. La première, c'est parce que la diplomatie territoriale, c'est un concept franco-français qui manifeste l'action extérieure des collectivités locales, est en plein essor dans les Caraïbes, mais aussi en Amazonie, dans le plateau des Guyanes, grâce à l'action des conseils régionaux. Et l'État appuie cette action extérieure des collectivités locales au point d'en faire un volet de plus en plus important de sa politique extérieure, de sa politique étrangère. Deuxième élément qui me paraît donner un relief particulier à ces rencontres, c'est qu'elles se tiennent au moment où s'achèvent les programmes opérationnels. Il y en a 2 dans la zone dont nous parlons, Caraïbes et Plateau des Guyanes, les programmes donc Amazonie et Interreg 4 Caraïbes. Et c'est aussi le moment où se préparent les nouveaux programmes opérationnels qui les remplaceront pour la période 2014-2020. C'est donc un moment propice pour une évaluation comparée avec d'autres programmes menés dans d'autres zones transfrontalières. Et je crois que le partage d'ailleurs des échanges, si je puis dire, entre chercheurs d'un côté et praticiens de l'autre est à souligner parce qu'il est important. Enfin, dernier élément que je voudrais mettre en avant, je crois que nous n'avons pas tant d'occasions que ça de nous rencontrer les uns les autres, que nous soyons des fonctionnaires de la Commission, des fonctionnaires nationaux,
placés au niveau central ou dans des administrations déconcentrées, que nous soyons des élus ou des fonctionnaires territoriaux ou encore des universitaires. Et c'est pour ça que chaque occasion de ce type doit être là aussi saluée pour ce qu'elle apporte. Alors, mon propos liminaire aux échanges de fonds que vous aurez pendant ces 2 jours portera principalement sur les enjeux aujourd'hui de la coopération transfrontalière telles qu'elles peuvent être perçues par le ministère des Affaires étrangères que je représente ici, et singulièrement dans les 2 espaces que j'ai indiqués, celui des Guyanes, du plateau des Guyanes, pardon, et celui de Saint-Martin. Alors, j'ai pas pris l'ensemble de la Caraïbe pour pouvoir aller sur des choses assez concrètes. Dans ces 2 cas, je voudrais souligner dans un premier temps le potentiel remarquable de coopération transfrontalière, insuffisamment exploré, insuffisamment mis en œuvre, et puis aussi, en passant, souligner les obstacles qu'il faut surmonter pour pouvoir libérer ce potentiel. Alors, les enjeux de la coopération transfrontalière aujourd'hui, je dirais que, d'une manière générale, les relations transfrontalières dans les 2 théâtres que je viens d'indiquer sont dominées par une logique de souveraineté et de maintien de l'ordre public. Vous savez qu'il existe des conflits autour de la délimitation des frontières fluviales ou maritimes, des enjeux autour de la maîtrise des flux migratoires, des problèmes liés à la lutte contre la pêche et l'orpaillage illégaux, pour citer que les plus saillants. Et cette logique de souveraineté et de maintien de l'ordre public tend à l'emporter sur une logique orientée vers un développement mutuellement bénéfique des populations vivant des 2 parties des frontières considérées. C'est pour ça que, de mon point de vue, l'enjeu essentiel de la coopération transfrontalière est d'arriver à gérer le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, le passage de cette logique de souveraineté, de maintien de l'ordre public, vers une logique de coopération mutuellement bénéfique. C'est essentiel. Là, si vous voulez, l'équation des autorités françaises a toujours été la même. Pas de développement transfrontalier sans sécurité, mais pas de sécurité sans développement transfrontalier. Il y a les 2 aspects de l'équation qu'il faut bien avoir à l'esprit et que je voulais rappeler. Donc, aujourd'hui, pour illustrer le potentiel de cette coopération transfrontalière, il est possible de citer quelques exemples concrets. Je reprendrai donc les 2 théâtres que j'ai indiqués. S'agissant tout d'abord de la coopération transfrontalière Guyane-Suriname, il y a plusieurs projets qui se trouvent à des stades de développement inégal aujourd'hui, mais qui montrent bien le potentiel de développement de cette relation. Il y a tout d'abord ce qui paraît l'évidence et qui tient à la connectivité des territoires, l'amélioration du franchissement du Maroni. Il y a aussi ces projets en cours d'interconnexion du réseau routier, notamment la route entre Saint-Laurent et Paramaribo, qui bénéficie d'ailleurs d'un cofinancement de l'AFD. Vous avez également la volonté de poursuivre l'interconnexion des lignes aériennes ou maritimes, et c'est essentiel dans une logique de développement. De même, dans le domaine des réseaux électriques, il y a un projet, une étude qui est déjà disponible en matière d'interconnexion des réseaux et qui est menée par l'EDF. Et puis, il y a ce projet qui viendra bientôt à son terme de construction d'un hôpital à Albina, qui bénéficie là aussi d'un financement AFD. J'ai voulu prendre des exemples concrets pour bien montrer que ce qui est le dessin qui se trouve derrière cette relation transfrontalière et les projets qu'elle abrite est l'amélioration de la qualité de vie des populations. C'est une logique de développement, mais elle est encore, je le répète, limitée
par ce souci sécuritaire, par ailleurs tout à fait compréhensible vu la nature des flux migratoires qui se trouvent dans ces frontières-là. Je voudrais quand même aussi ajouter dans cette énumération la signature toute récente d'un accord économique entre la société guyanaise Cogumer, que connaît très bien Rémi-Louis Boudot, qui représente ici le conseil régional de la Guyane et que je salue au passage, qui est une société spécialisée dans le conditionnement de poissons, de Vivano notamment, et une entreprise homologue du Suriname. Cet accord a été signé il y a moins d'un mois et il montre là aussi les possibilités d'échanges à retombées économiques sous cette frontière qui pendant longtemps a été une frontière un peu morte, puisqu'il y avait un conflit, comme vous le savez, au Suriname, qui a entravé le développement de ce pays. Deuxième exemple que je voudrais prendre, cette fois-ci à la frontière est de la Guyane, coopération transfrontalière Guyane-Brésil, et vous savez que le point d'orgue des actions et des projets qui sont mis en œuvre convergent vers l'inauguration du pont sur l'Oyapock, qui finira bien par avoir lieu un jour, puisque le pont a été construit, je pense on va arriver au 2e anniversaire, et puis pour des raisons techniques, politico-techniques, qui n'est pas encore sur le point d'être inauguré, mais ça se fera. Je vous rappelle en passant que le président de la République française rendra une visite d'État au Brésil du 10 au 12 décembre, en échange de la visite que Mme Dilma Rousseff a tenue en France il y a exactement un an, et ce sujet figurera aussi à l'ordre du jour. Donc des exemples concrets qui prépare un petit peu le terrain de l'ouverture de ce pont, de son inauguration. On retrouve les mêmes entrées. Énergie, c'est aussi un projet d'interconnexion de réseaux électriques en vue d'une exportation vers le Brésil d'un surplus d'électricité qui pourrait être produite à Saint-Georges. En matière de communication, c'est un projet dénommé SPANI qui est en cours de développement, sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir, d'interconnexion numérique en fibre optique entre Saint-Georges, la zone de Saint-Georges et celle d'Oiapoque, grâce à une collaboration entre une société guyanaise, une petite société Guyacom, et un grand opérateur brésilien qui s'appelle Oi. En matière de biodiversité, il y a de grands projets de recherche qui se déroulent sur la biodiversité et sa protection. Vous savez que sur ces questions-là, il n'y a pas de frontières, et donc les chercheurs de part et d'autre sont en train de mettre en place des protocoles. Je prendrai notre exemple en matière de santé, puisque là aussi, grâce à l'ARS de la Guyane, l'Agence régionale de la santé, en partenariat avec le ministère brésilien de la Santé, il y a des projets qui se développent en matière d'épidémiologie et de veille sanitaire, notamment sur le VIH-Sida, la dengue et le paludisme, qui sont obligés en quelque sorte, si vous me permettez de prolonger cette image, de se retourner pour se dévisager et s'envisager. Et la coopération transfrontalière, justement, arrive à point nommé pour pouvoir matérialiser cette nécessité absolue aujourd'hui des autorités de travailler ensemble. Et je vais prendre des exemples qui relèvent d'une mission de la Commission européenne qui les a identifiés pour bien montrer le potentiel extraordinaire de coopération sur un territoire par ailleurs unique dans l'Union européenne. Vous avez actuellement, en matière de traitement des déchets, 2 mécanismes différents sur chaque partie de l'île, et qui sont tous les 2 pratiquement inacceptables, puisqu'on entasse sur un terre-plein les ordures. Vous savez que c'est plus possible dans le cadre national et européen. Nous savons il y a un projet de part et d'autre de créer un incinérateur. Et la Commission, lors de sa mission à laquelle j'ai participé, a pu réunir les autorités locales des 2 parties pour dire, mais écoutez, ne pourrait-on pas envisager un incinérateur commun?
Ça part du bon sens, mais encore une fois, la coopération transfrontalière, c'est souvent du bon sens. Je poursuis mon énumération. En matière de prévention des risques naturels, il se trouve que la topographie de Saint-Martin fait que dès qu'il y a saison des pluies, il y a une accumulation d'eau pluviale sur la partie néerlandaise, mais qui se déverse, pour ceux qui connaissent dans la zone de Belle Plaine, sur la partie française. Et là encore, la canalisation des eaux, pour être efficace, doit se faire dans les deux parties de l'île. À quand l'interconnexion des réseaux de canalisation des eaux fluviales? En matière de communication téléphonique, il y a deux réseaux numériques, il y a deux réseaux Internet différents, avec des coûts de roaming exorbitants. Pourquoi ne pas interconnecter ces réseaux? En matière de production et de distribution de l'eau, vous avez un différentiel de 1 à 3 de l'eau produite à la partie française, de l'eau produite à la partie néerlandaise. Idem en matière électrique. Pourquoi ne pas, là aussi, trouver... Vous voyez, la rationalité de la coopération territoriale s'impose d'elle-même, et quand on est confronté à ce type de théâtre, on se demande pourquoi elle n'a pas pu commencer avant. Donc, autant vous dire que nous aurons pas mal de travail pour mettre tout cela en forme, dans le cadre d'un programme opérationnel qui devrait normalement être mis en place à Saint-Martin pour la période 2014-2020, et qui devrait, pour la première fois, permettre aussi de réussir un exercice. Par ailleurs, toujours les pays ACP ou les pays, les PTOM, les pays territoires d'outre-mer, et le FEDER qui, lui, finance les projets portés par les RUP. Donc voilà, en résumé, et j'ai voulu terminer par Saint-Martin parce que c'est l'exemple, à mon sens, le plus achevé du potentiel extraordinaire de la coopération transfrontalière, de sa nécessité absolue, mais aussi c'est un exemple qui montre qu'il reste des obstacles à surmonter, et pour beaucoup, ces obstacles sont franco-français d'un côté et néerlando-néerlandais de l'autre. Ce n'est pas une conclusion, mais je vous laisse sur ça en vous disant que l'agenda positif potentiel de la coopération transfrontalière dans la zone dont j'ai la charge existe. Il est même supérieur au crédit que nous pourrions lever, mais pour un ensemble de raisons, il n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais nous y attelons. Merci de votre attention.